Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis resté là, dans l'entrée, tenant un sac en papier de course que j'avais payé à nouveau, et j'ai écouté ma mère me dire que j'étais ingrate. Elle s'appelle Nancy Monroe. Elle a une façon de parler incisive, même lorsqu'elle est calme, mais ce jour-là, elle n'était pas calme. « Tu es ingrate » a-t-elle dit, sa voix s'élevant au-dessus du léger murmure du réfrigérateur. « Sors, et ne te donne pas la peine de revenir. » Mon père, Daniel Monroe, se tenait quelques pas derrière elle, adossé au comptoir de la cuisine. Il n'a pas dit un mot, ne m'a pas regardé, il a juste continué à se frotter l'arête du nez comme si la conversation lui donnait mal à la tête. Et Ellie, mon jeune frère de 3 ans, n'a même pas levé les yeux de son canapé. Il était toujours en jogging à 15 heures, téléphone à la main, agissant comme si rien de tout cela ne le concernait. C'était un dimanche. J'étais venu directement du travail. Le sac de course était lourd d'aliments de base, pain, œufs, lait, des choses qu'ils oubliaient toujours d'acheter. Je les apportais chaque semaine, silencieusement, comme une routine que personne ne remarquait mais que tout le monde attendait. J'ai regardé autour du salon une dernière fois le même tapis que j'aspirais depuis mon adolescence, la même bosse sur le mur depuis qu'Ellie avait cassé le cadre et accusé le vent. Et je me souviens d'avoir pensé, est-ce ce qu'il faut pour enfin ne plus être nécessaire? Alors je suis parti. Personne ne m'a arrêté. Pas même mon père, pas même le garçon que j'appelais autrefois mon petit frère. J'ai déménagé à 17 ans, non pas parce que je détestais la maison, pas alors, mais parce que je savais que je ne survivrais pas si je restais. Mes parents aimaient dire qu'ils m'avaient bien élevé, mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je m'étais élevé toute seule, silencieusement, pour qu'ils n'aient pas à le faire. Nous n'étions pas pauvres, pas exactement, mais il y avait toujours une certaine tension à tout. Les factures arrivaient en retard, les provisions s'épuisaient vers la fin du mois, l'électricité vacillait parfois, non pas à cause d'une tempête mais parce que personne n'avait encore payé la facture. J'ai eu mon premier emploi dans un restaurant sur la route 18 l'été après ma seconde. Hôtesse d'abord, aide-serveuse quand ils étaient en sous-effectif, puis serveuse, même quand je n'avais pas l'âge légal pour porter une bouteille de bière. Personne n'a demandé, personne ne s'en souciait. Ma mère ne me conduisait pas, mon père ne venait pas me chercher tard le soir, mais il soupirait bruyamment lorsque je gardais mes pourboires dans un pot étiqueté université. En terminale, je faisais mes devoirs à 2 heures du matin entre 2 doubles services. J'ai quand même obtenu mon diplôme avec mention, j'ai quand même obtenu une bourse complète à l'université d'État. Personne de ma famille n'est venu à l'orientation ou le jour du déménagement. J'ai loué un UO et j'ai conduit moi-même. C'était le schéma. Je gérais les choses, il me laissait faire. Ellie était différent. Il l'a toujours été. Il était le bébé, leur mot, pas le mien. Il a eu de l'asthme enfant, léger mais exagéré. Chaque genou écorché était une crise, chaque test raté était la faute de l'école ou le préjugé de l'enseignant ou un mystérieux trouble de l'apprentissage qui ne s'est jamais vraiment matérialisé. Il a abandonné le collège communautaire 2 fois, a quitté 4 emplois en une seule année, et rentré à la maison à 24 ans pour se ressaisir et est resté. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout cela, ils n'ont jamais cessé de l'appeler spécial. Ils disaient à leurs amis qu'il était juste en train de trouver sa voie, que certaines personnes prennent plus de temps. Personne n'a jamais demandé ce que j'étais en train de trouver. J'étais trop occupé à payer des factures que personne d'autre ne semblait remarquer. La première fois que ma mère a mentionné l'hypothèque, elle n'a pas dit le mot aide. Elle a dit, « Claire, ton père et moi sommes juste un peu à court en ce moment, juste un petit manque ce mois-ci. » C'était il y a 2 ans. Au début, j'ai transféré quelques centaines courses, essence, quelques services publics. Puis ce fut la facture d'eau, puis l'électricité, puis l'hypothèque. Les chiffres sont devenus plus importants, leurs remerciements plus rares. Je ne me souviens même pas quand j'ai commencé à payer la totalité. Il n'y a jamais eu de conversation, juste le silence de leur côté et un rappel sur mon calendrier du mien. Ellie a plaisanté un jour en disant que j'étais devenu le filet de sécurité de la famille. J'ai ri, mais le son s'est bloqué dans ma gorge parce qu'au fond je savais que je n'étais plus une fille, j'étais un dépôt direct. Et pourtant, quand j'ai passé cette porte avec les courses dimanche dernier, ils m'ont regardé comme si j'étais égoïste, comme si je leur prenais quelque chose, et non que je leur donnais. C'est étrange, n'est-ce pas, comment on peut donner autant, pendant si longtemps, que les gens en oublient que ça vient de vous. Mon nouvel appartement n'avait rien de spécial. Une chambre, des murs minces, un chauffage grinçant qui semblait avoir des opinions, mais il était à moi.
J'ai peint les placards de la cuisine en bleu doux, j'ai mis une plante en pot dans la fenêtre que je me souvenais d'arroser la plupart des jours. Il n'y avait pas de cris, pas de soupirs passifs-agressifs, pas de factures impayées glissant sous ma porte comme des menaces. Juste le calme. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Pas le genre de respiration superficielle que l'on a quand on attend que quelqu'un ait besoin de quelque chose. Le vrai genre. Le genre plein, lourd, long, où rien ne pèse sur moi. J'ai dormi. J'ai cuisiné pour une personne. J'ai regardé de la mauvaise télé et j'ai laissé des assiettes dans l'évier exprès. Et vous savez quoi? Personne n'a dit un mot. Pas d'appel, pas de messages vocaux, pas même un SMS daily, ce qui était en soi un soulagement. Mon téléphone était silencieux, et ce silence ressemblait à de la liberté. Je n'attendais pas d'éloges, mais j'ai pensé que peut-être que quelqu'un demanderait si j'allais bien. Ils ne l'ont pas fait. Et puis, 3 mois plus tard, un mardi dont je me souviens à peine, mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Une seule ligne, pourquoi n'as-tu pas envoyé l'hypothèque ce mois-ci? J'ai fixé l'écran longtemps. Pas en colère, pas surprise, juste vide, comme si quelqu'un avait frappé à une porte que j'avais verrouillée pour une raison. Et tout ce que je pouvais penser était, bien sûr. Il ne s'agissait jamais de moi. Il s'agissait toujours de la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face cachée sur la table, je me suis versé une tasse de café et je me suis assise en silence. Pas de musique, pas de télévision, juste ce message vibrant en arrière-plan comme un moustique que je refusais de chasser. 1 heure a passé, puis une autre. Quand je l'ai finalement repris, il y avait 5 nouveaux messages. 3 de ma mère, un d'Élie, un autre de papa. Claire, la banque a appelé. Nous sommes en retard. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu sais que nous n'avons pas ce genre d'argent. Le SMS d'Élie était le plus prévisible, vas-tu vraiment les laisser perdre la maison juste pour prouver un point? Voilà. La tentative de culpabilisation. Juste à temps. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. Aucun d'eux n'a dit, tu nous manques. Aucun d'eux n'a mentionné le fait qu'il m'avait dit, avec ces mots exacts, ne te donne pas la peine de revenir. Il ne voulait pas de moi. Il voulait mon aide. Il y a une différence. Je pouvais la sentir, comme de l'air froid s'engouffrant sous la porte d'une maison qui était autrefois chaude. J'ai laissé une autre heure passer. Puis j'ai répondu au message original de papa. Une seule ligne, je pensais que je n'étais plus la bienvenue. J'ai posé le téléphone, et alors ça a commencé. Un déluge. Vibration, vibration, vibration. Appel, SMS, messages vocaux. Comme un barrage qui cède. Soudain, mon absence était inacceptable. Soudain, je comptais à nouveau. Mais pas en tant que fille, non. En tant que seule personne qui a toujours pris ses responsabilités, et la seule personne qui refuse maintenant de le faire. Ils n'ont pas arrêté cette nuit-là. J'ai désactivé les notifications, mais le téléphone s'allumait toujours toutes les quelques secondes, comme si la fin du monde arrivait et que je pouvais seul l'arrêter. Claire, réponds à ton père. Il est mort d'inquiétude. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tu agis par dépit. Dépit. Ce mot a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Pas sacrifice, pas soutien, pas une décennie de dons silencieux. Dépit. Comme si j'avais retenu quelque chose auquel ils avaient droit. À minuit, Élie a appelé. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé, Claire, allez, c'est sérieux. Il panique. La banque s'en mêle. Il faut que tu arranges ça. Arranger ça. Comme si j'avais cassé quelque chose. Comme si c'était moi qui avais tout laissé s'effondrer, et non celle qui avait tout tenu bon pendant des années sans se plaindre. J'ai écouté son message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Le lendemain matin, un autre SMS de maman, ça déchire la famille. Et de papa, quel genre de fille fait ça à ses parents? Celui-là m'a fait rire. Un rire sec, vide, qui a résonné dans ma cuisine silencieuse. Parce que je pouvais répondre à cette question. Le genre de fille qui payait votre hypothèque pendant que vous disiez à vos amis qu'Élie cherchait du travail. Le genre qui sautait ses propres rendez-vous chez le dentiste pour maintenir l'eau courante dans une maison où elle ne vivait pas. Le genre que vous avez mis à la porte au moment où elle a dit non. Mais je n'ai pas envoyé de SMS contenant tout cela. Au lieu de cela,
j'ai attendu que le soleil soit complètement levé, que le café ait refroidi, que le bruit sur mon téléphone commence à ressembler moins à de la famille et plus à du bruit blanc. Puis j'ai répondu, soigneusement, clairement, ce n'est plus mon problème. Et cette fois, je n'ai pas bronché quand les appels sont arrivés. Parce que j'avais enfin compris. Je n'étais pas cruel. J'en avais juste assez. Pendant un temps, je me suis dit que le silence était mieux, que ne pas savoir était plus facile que de confirmer ce que je soupçonnais déjà. Mais même le silence a un poids. Il pèse sur votre poitrine dans les moments calmes et murmure des choses que vous essayez d'ignorer. Et finalement, ce murmure devient une question que vous ne pouvez pas ignorer, où est passé l'argent ? J'avais envoyé de l'argent chaque mois, à temps, sans faute. Pour les courses, pour les factures, pour l'hypothèque. Ils n'ont jamais dit merci, mais ils n'ont jamais dit d'arrêter non plus. Et je n'ai jamais demandé de preuves. C'était peut-être mon erreur. Alors un matin, j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai appelé la banque. Pas pour confronter, juste pour demander. Une femme a répondu, calme, professionnelle, avec une gentillesse du Midwest dans la voix. Elle a demandé le numéro de compte hypothécaire, quelques informations de sécurité, puis m'a mise en attente. Quand elle est revenue, son ton avait légèrement changé. Il semble que le compte était en souffrance, à partir de vos paiements, il y a environ 7 mois. J'ai cligné des yeux. Pardon, en souffrance ? Oui, madame. Les prélèvements automatiques de votre compte ont été supprimés. Nous n'avons rien reçu de cette source depuis. Je l'ai remercié, j'ai demandé, presque effrayé de savoir, si les paiements avaient été effectués d'une autre manière. Une autre pause. Il y a eu quelques paiements partiels, mais le compte est signalé. Il est actuellement en statut de pré-saisie. Je ne me souviens pas de grand-chose après avoir raccroché. Je sais que je suis resté au milieu de ma cuisine longtemps, téléphone à la main, le cœur étrangement calme. Pas en accélération, juste lourd. Le genre de calme qui vient après la trahison. Pas bruyant, juste définitif. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler. Virement après virement, mois après mois, des milliers de dollars, tous étiquetés maison ou au service public ou au soutien familial. Mais si l'hypothèque n'avait pas été payée, qu'avait-il fait de cet argent ? Où était-il allé ? Je me suis souvenu du nouveau fauteuil inclinable dans le salon, de la télévision intelligente qui est apparue en promotion, des courses qui semblaient soudain mieux approvisionnées lorsque je venais. Je n'avais pas demandé. Je n'avais pas remis en question. J'avais juste donné. Et ils avaient pris. Je ne pense pas que c'était de la malveillance, pas au début. Mais à un moment donné, ils ont cessé de le voir comme de l'aide et ont commencé à le voir comme quelque chose qu'ils méritaient. Je ne les ai pas appelés parce que j'étais en colère. Je les ai appelés parce que j'en avais fini de deviner. Et quand vous avez donné aux gens des années de silence, ce que vous obtenez en retour n'est pas toujours la vérité, mais c'est souvent de la clarté. J'ai commencé par Ellie. Il a décroché rapidement, comme s'il était assis là à attendre que je cède. Sa voix était précipitée, déjà défensive, déjà émotive. Il a dit que maman avait à peine dormi, que papa était devenu silencieux, que la banque avait rappelé. Il a fait comme si j'avais allumé une allumette et quitté la maison familiale sans un regard en arrière. Mais aucun de ces mots n'a vraiment résonné, parce que quelque part sous toute cette panique, il y avait un ton que je connaissais bien, la culpabilité déguisée en urgence. J'ai attendu. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai demandé, calmement, qu'est-il arrivé à l'argent que j'envoyais chaque mois ? Il y a eu un silence de son côté. Pas un silence technique, un silence émotionnel. Le genre où quelqu'un cherche une version de la vérité qui ne le rende pas pire qu'il ne se sent déjà. Il a dit qu'il l'avait utilisé pour les courses, les réparations, des choses qui sont apparues. Il a dit ça comme si j'étais déraisonnable de demander. Mais j'avais vécu là-bas. Je connaissais le montant de cette hypothèque, et je savais à quoi ressemblaient 7 mois de factures impayées. Alors j'ai demandé à nouveau, pas plus fort, mais plus incisive. Tu savais qu'il ne payait pas l'hypothèque, n'est-ce pas ? Il n'a pas répondu directement. Il n'en avait pas besoin. Parce que s'il avait vraiment été dans l'ignorance, il aurait été choqué, bouleversé, défensif d'une manière différente. Mais au lieu de cela, il a soupiré. Ce même soupir fatigué et vide qu'il utilisait quand il se faisait prendre à sécher les cours ou à mentir sur les entretiens d'embauche. Un soupir qui disait, oui, et j'espérais que tu ne demanderais jamais. Je l'ai remercié,
non par gentillesse, mais par finalité. Puis j'ai raccroché. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était maman. J'ai laissé le message vocal. Puis il a sonné à nouveau. J'ai décroché. Sa voix était tendue, le genre de calme forcé qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait tort mais ne le dirait jamais à voix haute. Elle a dit que je les avais embarrassés en appelant la banque, a dit que j'empirais les choses, a dit que les familles ne réglaient pas les choses comme ça. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai laissé parler, parce que je voulais entendre exactement jusqu'où elle irait pour éviter de dire « nous t'avons menti ». Finalement, papa a pris le téléphone. Sa voix était plus basse, presque douce. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais bouleversé. Il a juste demandé si je les aiderais à se rattraper, juste cette fois, juste jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très clair. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. Et les gens qui ont peur ne s'excusent pas, ils négocient. Alors je lui ai dit, sans pause, vendez la maison. Il y a eu un battement de silence, puis deux voix superposées d'incrédulité. Tu ne penses pas ce que tu dis. C'est toujours ta maison. Mais ce n'était pas le cas. Et peut-être que ça ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, je me suis réveillé face à un mur de notifications. SMS, messages vocaux, appels manqués. Certains désespérés, certains en colère, quelques-uns prétendant être calmes. Je n'en ai ouvert aucun. Je savais déjà ce qu'ils diraient, que j'étais cruel, que j'étais sans cœur, que j'avais tourné le dos à la famille. Mais je ne l'avais pas fait. Ils ont tourné le dos au moment où je n'étais plus utile. J'ai fait une nouvelle tasse de café, je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai regardé la vapeur s'élever pendant que le téléphone vibrait sur le comptoir comme s'il tremblait de culpabilité que je refusais de porter. Puis j'ai ouvert notre ancienne discussion de groupe, celle que nous utilisions pour planifier les anniversaires, les rappels, les listes de courses que je finissais toujours par payer. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de sortie dramatique. J'ai juste changé le nom du groupe de famille d'un compte fermé. Je l'ai mis en silencieux. Je l'ai archivé. Puis j'ai supprimé leur numéro. Pas par colère, pas même par tristesse. Par clarté. Parce que quand quelqu'un vous montre que votre présence ne compte que lorsqu'elle est liée à ce que vous donnez, la chose la plus généreuse que vous puissiez faire est de partir. Sur mon comptoir, j'ai remarqué une enveloppe blanche, toujours scellée. Mon nom dessus écrit de la main de ma mère. Elle devait l'avoir déposée le jour où il pensait encore que je reviendrais. Je l'ai tenue, j'ai envisagé de l'ouvrir, puis je l'ai jeté à la poubelle. Pas de drame, pas de message, juste du papier lâché. Et à ce moment-là, 100 personnes pour regarder, 100 personnes pour s'accrocher, 100 personnes pour me traiter d'égoïste, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'apesanteur. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de les aimer. Je suis parti parce qu'ils n'aimaient que la version de moi qui continuait à payer les factures et ne posait jamais de questions. Et quand cette version a cessé d'apparaître, leur idée de la famille a également disparu. Certains entendent ça et pensent que c'est froid. Mais il n'y a rien de froid à protéger les parties de vous dont personne d'autre ne s'est jamais donné la peine de s'occuper. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. J'ai juste besoin qu'ils arrêtent de prétendre qu'ils m'ont déjà vu. Parce que j'étais là. Chaque jour. Chaque mois. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et maintenant ils peuvent enfin ressentir le silence qu'ils ont passé des années à prétendre n'être pas le mien. Si jamais vous êtes resté trop longtemps dans un endroit qui ne voulait que ce que vous pouviez donner, partez simplement. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Certains d'entre nous le savent déjà.